Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac. Ça part ici. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Popcorn de l'Infini. Vous avez toujours vos co-animateurs, moi-même, Alexandre et David. Comment ça va, David? Ça va super bien. J'ai mis mon soute noir pour l'occasion parce qu'aujourd'hui, on va parler de Spider-Man 3. Exactement, 3, ouais. et le fameux Black Spider-Man, donc qui est quand même iconique, je crois, là, dans les storylines principales. Ben, storyline, en tout cas. C'est le dire un peu vite, là, mais tu sais, je me souviens quand même pas mal de ça dans la série animée également. Ouais, le costume noir, il y a une importance là, énorme pour le personnage de Spider-Man. C'est un film de 2007, c'est l'avant-dernier avant officiellement l'arrivée du MCU dans la vie, Non, tout simplement. N'empêche que Kevin Feige était quand même coproducteur ou producteur de la plupart des films Marvel, en tout cas des dernières années, avant le MCU. Ça clôt du même coup également la trilogie de Sam Raimi, qui aurait pu être plus qu'une trilogie si le film avait été mieux reçu. Le film a été quand même connu un succès au box-office, là, mais s'est fait ramasser un peu par la critique à sa sortie. Mais on pensait peut-être faire un 4e volet de cette franchise-là, puis finalement, je l'attends encore. Oui, c'est ça. On l'a presque eu, là, si on veut, avec les nouveaux Spider-Man, puis Sam Raimi qui revient tranquillement dans l'univers Marvel. Mais c'est ça, donc... Film de 2007. Il y a 3 films quand même de Marvel en 2007. Il y a Ghost Rider qu'on n'abordera pas parce qu'il n'est pas canon, du moins pour l'instant, dans l'univers. Il y a Spider-Man et puis il y a Fantastic Four 2 quand même, Rise of the Silver Surfer. Mais après ça, on va pas mal tout tuer les storylines puis repartir sur des nouvelles bases. Film de 2007, donc, que je le mentionnais, puis qui reprend à peu près où le 2 s'est terminé. On se souvient, à la fin du 2, Mary Jane quitte son mariage et puis va rejoindre Peter, puis ils décident de vivre leur amour. Donc, on reprend vraiment au début de tout ça, alors que Peter va la voir dans une des pièces majeures de Broadway que Mary Jane a réussi à se faire caster dedans. Et puis, après ça, va vraiment s'enchaîner une succession d'événements qui va faire qu'il va y avoir 3 vilains dans le film. Oui. Il va y avoir un autre Love Interest, puis ultimement, un Spider-Man / Peter Parker qui change d'attitude et tout ça. Ça commence quand même un peu bizarrement avec Harry transformé en Green Goblin. Ça aussi, à la fin du 2e, il découvre un peu le stash de son père. Puis il décide de le personnifier parce que là, il sait qu'il... Il découvre l'identité de Spider-Man. Oui, c'est ça, exactement. Donc, le film, dans les débuts, va s'ouvrir avec une scène de combat entre ces 2 personnages-là qui va se terminer de la façon dont on dit de ne pas terminer les choses habituellement au cinéma ou dans des scénarios. Il se cogne la tête et il oublie soudainement que Spider-Man et Peter Parker sont reliés. Et même l'identité du gobelin vert et tout ça. Il oublie tout. C'est redevenu tu vois, il y a l'amnésie totale là, de tout qu'est-ce qu'il faut qu'ils se souviennent pas. Ouais. Ce qui laisse de la place à d'autres vilains pour arriver dans l'histoire, notamment et plus célèbrement Sandman, donc qui est joué par Thomas Hayden Church, qui, comme son nom l'indique, est du sable. C'est un homme de sable. Un homme de sable qui se métamorphose ou qui se faufile un peu, qui peut modifier son ADN. On explique un peu toute son origin story et tout ça. Et en parallèle de tout ça, il y a un météorite qui s'écrase sur Terre et qui amène un symbiote. C'est comme ça qu'on dit, un symbiote. Oui, c'est un symbiote, oui. Donc, et qui finit par ramper jusque dans le sac de Peter Parker qui chillait dans un parc au même moment. Et bref, c'est la base un peu de Black Spider-Man, mais également de Venom lorsque le symbiote va le quitter et se coller à Eddie Brock, qui cette fois est joué par Topher Grace, qui était connu, je crois, à l'époque pour That 70's Show. Et puis, c'est ça, des rôles un peu comiques. Là, il joue un peu également l'antagoniste
réceptionniste de Peter Parker, là, donc dans sa job, c'est un photographe, donc il réussit à prendre des belles photos, c'est ça, puis J. Jonah Jameson, sans vraiment l'aimer, c'est ça, aime ça, créer le chaos, fait qu'évidemment, il donne la place à Eddie Brock dans le Daily Bugle. Non, pas ça, Daily Bugle. Parce que là, j'ai vu Superman, Daily Planet, en tout cas, je t'ai mélangé. Mais bref, c'est ça. Donc, on va naviguer un peu à travers tout ça. À cela s'ajoute également Gwen Stacy, donc une partenaire de l'université et une modèle, je crois. Non, je sais pas. Elle travaille pour la ville, je pense. Oui, c'est ça. Elle est souvent dans les tours à bureau. Puis son père, le capitaine Stacy, en tout cas, un titre gradé quelconque. Oui, c'est Captain Stacy. Captain, OK, c'est ça. Donc, qui est joué par James Cromwell, c'est ça, il n'y a pas vraiment de... Il est là, il dit... En fait, il me semble qu'il y a un bout important dans le film. Oui, il y a un bout important, en fait. Dans le fond, parallèle à ça, Peter et Tante May apprennent que le tueur de l'oncle Ben, c'était pas celui qu'on pensait, que finalement, c'était Flint Marko. Donc Sandman. Donc Sandman. Ouais. Et c'est Captain Stacy qui va annoncer cette nouvelle-là. Ça, est-ce que c'est quelque chose... là, on va revenir tantôt si c'est comic accurate ou pas. Non, c'est pas Flint Marko qui a tué l'oncle Ben. Parce que ça, c'est le genre d'affaire que si tu y avais pensé dès le début, tu aurais mis l'acteur là dans le premier film. Oui, mais ils ont carrément rajouté ça, puis il n'y a pas de raison à ça. En fait, c'est pour donner de l'importance un peu plus facilement à Sandman, alors qu'ils n'ont pas eu énormément de temps pour développer son personnage. Puis on dirait qu'ils ont voulu le transformer en personnage touchant aussi. Oui, parce que c'est un évadé de prison qui a une femme. On comprend que c'est ça, il a été... Il y a une fille malade aussi. Une fille malade, c'est ça. C'était pour ça qu'il faisait ses mauvaises actions, alors que dans les comics, c'est juste un thug, là. C'est juste... Puis il est en prison à cause qu'il a tué l'oncle Ben. Puis qu'il a volé de l'argent, je pense aussi. Là, c'est ça. Quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu pour... c'est ça. Donner... comprendre que c'est pas un vilain à 100% non plus, puis donner une motivation supplémentaire. Mais tu sais, j'ai dit que dans les comics, c'est un thug. Éventuellement, il se réforme, puis il rejoint même les Avengers. Là, mais c'est quelque chose qui prend plus de temps dans les comics que dans le film. On dirait essayer de tout mettre d'un coup. Là. On dirait qu'à ce moment-là, ils savaient déjà que que c'était pas énormément un vilain, que c'était plus un anti-héros, fait qu'ils l'ont déjà placé comme ça dès le départ. Puis, fait que ça l'enlève de quoi au personnage, je trouve. Ouais, vraiment. Je pense que dans un quatrième éventuel film, il y aurait eu plus de place laissée à Venom, qui là arrive surtout vers la fin du film, même si, c'est ça, pendant un bout, il est occupé à être dans Spider-Man, sur Spider-Man. Mais c'est ça, tu sais, il y a vraiment un sentiment de rusher les choses. Ça nous a pris 6 minutes de résumer le film, puis tu sais, malgré tout, on résume pas grand-chose du film. On fait juste établir comme voici tous les nouveaux personnages. Mais j'ai aimé, il y a quand même beaucoup de combats. Ouais. Si on aime les combats de super-héros, il y en a quand même beaucoup. C'est quand même solide à ce niveau-là. Mais si on est du genre à regarder les Spider-Man pour rire avec Jonah Jameson, on n'aura pas de fun avec ce film-là. Non, exactement. Puis c'est ça, j'ai l'impression qu'on a voulu vraiment attirer le public avec les dernières choses qu'on connaît de Spider-Man. Gwen Stacy, je pense qu'elle est quand même connue, mais Mary Jane, je pense qu'avec le temps, a pris plus de place. À cette époque-là, Gwen Stacy était morte depuis un bout. Puis Mary Jane, c'était le principal love interest. C'était le personnage connu, Mary Jane. Gwen Stacy, ils l'ont rapporté, on dirait, pour rapporter une audience un peu plus âgée. Je sais pas. En tout cas... c'est un mélange de fanservice. C'est un personnage qui est quand même très présent, mais ça faisait quand même un bout qui était morte dans les comics. Tu sais quoi, mon hypothèse, puis là, on reviendra dans la critique peut-être un peu du film, mais c'est que j'ai l'impression qu'ils ne savaient pas comment donner de la place à Mary Jane dans ce film-là, vu qu'il se passe tellement d'affaires. Fait qu'ils ont décidé de lancer un love interest pour donner comme des scènes supplémentaires à l'aspect amoureux. Si la relation entre Mary Jane et Peter se passait bien, j'ai l'impression qu'on a moins besoin d'aller voir que ça se passe bien. Là. Ça, ils font ça dans les comics beaucoup. Là. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais une relation qui se passe ultra bien. Non, ils ont été mariés pendant un bout, mais il y a plein de choses qui se passent puis ils sont souvent pas ensemble. Là. On peut se dire de même, mais on dirait qu'ils ont essayé de
de mettre un challenge dans une relation qui n'avait pas besoin d'un challenge de plus. Là. Ouais. Puis à travers tout ça, puis là, tu sais, je sais pas, tu sais, je sais que le 2, bon, c'était Spider-Man No More. Tu sais, là, je sais pas s'il y a une storyline où on a un Spider-Man qui a de l'excès de confiance un peu, mais c'est un peu le trait de personnalité qu'on donne à Peter dans ce film-là. C'est-à-dire le sentiment de supériorité qui s'installe parce que les gens commencent à l'aimer enfin. Ça, le fait que les gens commencent à l'aimer, tu vois, j'ai pas vu ça dans énormément de comics, puis en fait, je l'ai pas vu dans tous ceux que j'ai lus, là, okay. que j'ai lu, pardon. Mais c'est quelque chose qui était à ce point-là, parce que, tu sais... les clés de la ville, tout ça, là, c'est une parade. C'est peut-être déjà arrivé sûrement dans un des comics, dans une histoire où est-ce qu'il a sauvé la ville ou quelque chose comme ça, mais c'est pas une chose qui dure aussi longtemps, puis souvent, il y a le Daily Bugle est là pour y mettre ou faire des jambettes. Ouais. Exact. Puis tu vois, même Tante May, normalement, dans les comics des années 80, mettons, qui sont où est-ce que la majorité des comics qui inspirent ce film-là viennent, aime pas Spider-Man parce qu'elle lit les éditoriaux du Bugle. Fait que tu vois, l'affaire que Spider-Man est aimé à travers de la ville, ça, c'est pas quelque chose que je m'attendais, mais ça fait du sens dans un contexte où est-ce que c'est le seul super-héros de cet univers-là. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans les comics. Là. Il y a toujours d'autres super-héros. Il y a toujours plein de super-héros. Puis, tu vois, Jonah Jameson va apprécier plus les super-héros qui sont comment dire, enregistrés, connus, les Avengers, tu vois, il va leur faire plus confiance, il va croire que c'est des professionnels, alors qu'il va voir Spider-Man comme un enfant, en fait. Ouais. Ce qui est un wannabe. un wannabe ou quelqu'un qui cache son identité. Donc, tu vois, c'est pour ça que lui, il est moins aimé que les autres, surtout par son identité secrète, parce que des 4 Fantastiques, tu vois, eux, quand ils opèrent dans les comics, par exemple, c'est pas vrai. Des fois, ils sont mal aimés, mais au moins, ils ont le fait qu'ils sont publics puis qu'ils sont connus. Ce qui leur donne des avantages aussi, là, mais ils vivent une vie quand même assez publique et donc ils vont être moins attaqués par l'opinion publique, maintenant. Ouais. Donc, c'est ça, tu sais, on navigue un peu à travers tout ça jusqu'à cette conclusion qu'on va taire. On va pas spoiler un film de 2007 quand même, mais c'est ça. Beaucoup de choses, beaucoup de matériel et peut-être beaucoup de storyline. On va approfondir certains des vilains qu'on n'a pas abordés jusqu'à présent. Donc, je peux te dire quelque chose qui me fâche dans ce film-là, comme ça me fâche activement. Là. Vas-y, c'est la scène où est-ce qu'il y a le combat avec l'homme de sable, Spider-Man puis l'homme de sable, ils rentrent dans les trains, là, ça fait aucun sens, là, il n'y a pas ça à New York. Là. Anyway, ils vont creux dans la terre, puis ils utilisent de l'eau pour transformer l'homme sable en boîte. Mais tu vois, le pouvoir dans les comics de Sandman, il peut reformer ses molécules, puis il peut contrôler la consistance. Et aussi, il peut... Ça n'arriverait pas. Hein. Il peut contrôler la dureté de ses molécules. Donc, il peut carrément... tu sais, quand il se transforme en vitre à la fin du film, oui. Ça fonctionne, mais se transformer en bouette, il est supposé avoir un certain contrôle là-dessus. Donc, ça fait aucun sens, là, ce qui se passe pour moi. On en reparle de ce qui est comic accurate ou pas. Mais je voulais juste dire ça parce que ça me fâchait sérieusement. Fâché. Parce que c'est ça, toi, tu l'as bien aimé, ce film-là. Mais on en parle au retour de la pause. Restez des notes. Vous êtes bien au Popcorn de l'infini et on parle de Spider-Man 3. Vous êtes de retour au Popcorn de l'infini. David, est-ce que Spider-Man 3 est basé sur des storylines quand même connues, comme l'a été par exemple le 2 avec Spider-Man No More, ou est-ce qu'on est vraiment allé du côté d'une franchise originale, ou en tout cas d'une histoire originale? Oui, la réponse c'est oui, mais on pige dans plusieurs choses. Mais notamment, le plus important, je pense, c'est qu'on pige dans la saga du costume Alien. Dans le fond, de la façon que ça se passe dans les comics, c'est durant l'événement de Secret Wars, qui est un événement assez populaire dans les comics. Je vous le conseille là, si vous vous intéressez aux comics là, des années 80, je ne me trompe pas. Ils sont sur Battle World, puis je vous expliquerai pas Secret Wars, mais c'est quand même assez compliqué. Mais ils sont sur une planète alien, puis c'est là que Spider-Man va trouver le symbiote. Au départ, c'est un alien qui a l'air assez normal.
pour un alien, il y a juste l'impression que c'est un suit qui n'est pas vivant. Okay. Puis le look du suit est différent, un peu comme dans le film. Là. Dans le film, c'est juste une version noire de son costume. Là. Mais dans les comics, c'est carrément lisse, avec une grosse araignée de bord en bord blanche. Mais le costume dans les comics est totalement noir. Okay. Il n'aurait peut-être pas pu faire ça à l'écran. Mais c'est ça, il y a un certain look différent. Puis, lui, il voit juste ça comme un nouveau costume sans nécessairement qu'il y ait plus, parce que de base, c'était supposé être juste ça. De base, c'était ça l'idée derrière ce suit-là. C'était supposé être le nouveau costume de Spider-Man. Mais il y a eu beaucoup de backlash là-dessus. Les gens n'aimaient pas le nouveau look de Spider-Man. Mais en fait, c'est pas qu'ils n'aimaient pas, c'est qu'ils s'ennuyaient du rouge et du bleu. Ça a duré combien de temps, ça? Écoute, je pourrais pas te dire. Ça a duré parce que ça a duré en alternance. Puis c'est une époque aussi où est-ce qu'il y avait comme 3 ou 4 séries de Spider-Man en même temps dans les comics. C'est assez dur à suivre cette époque-là en lisant. Là. C'est comme de l'archéologie de comics. Il faut creuser, puis il faut aller voir les contextes, parce qu'il y a plusieurs séries de comics en même temps qui sortent. Puis, en tout cas, pour les lecteurs de comics, il fallait qu'ils suivent 4-5 séries en même temps pour comprendre l'histoire de Spider-Man. Ce que j'ai dû faire. Là, mais dans le fond, je pourrais pas te dire combien de temps, parce que je les ai lus tout un après l'autre. Mais je sais quand est-ce que ça dure, parce que ça commence ça commence sur Battle World dans Secret Wars numéro 8. C'est une série de 12. Là. Okay. Puis à son retour, là, on rentre dans le Amazing Spider-Man. La saga du costume noir, dans le fond, qui est du numéro 252 à 258. Okay. Donc, du moment où est-ce qu'il commence à avoir son costume noir, qu'il voit les effets du costume noir, qu'il va consulter Reed Richards, des 4 Fantastiques, qui lui dit que son costume est vivant et utilise son Sonic Blaster pour s'en débarrasser et l'enfermer dans une boîte. Mais c'est pas la fin du costume noir à ce moment-là. Puis c'est pas à ce moment-là que le costume noir tombe sur Eddie Brock aussi pour devenir Venom. Là. C'est carrément après. Il y a un certain petit temps qui passe. Pas énormément, là, mais un certain petit temps qui passe. Puis éventuellement, dans Web of Spider-Man numéro 1, qui est une nouvelle série qu'ils ont lancée, là, qu'ils ont lancée dans les années 80, là, on découvre que le costume est revenu. Mais secrètement, parce que là, Peter, il est dans son garde-robe, puis son costume, le costume noir, là, c'est déguisé en costume bleu et rouge. Bon, ça y est. Et là, il a dit, il commençait à comme penser au fait que le costume pourrait peut-être être sorti, le symbiote pourrait peut-être être sorti du Baxter Building des 4 Fantastiques, mais il y a quelque chose qui l'empêche d'y retourner, puis c'est là qu'il réalise que c'est le costume noir qu'il a sur le dos depuis tout ce temps-là. Fait que là, il panique un peu, parce que dans les comics... Qu'est-ce qui fait ce costume noir? C'est quoi? Ça le rend plus fort, mais il y a aussi le gros avantage, c'est qu'il prend la forme qu'il veut. Aussi, ses toiles d'araignée sont organiques avec le costume. Tobey Maguire, ça ne change rien pour lui, parce qu'ils sont déjà. Parce que dans le film aussi, il n'y a pas vraiment d'impact, à part, mettons, dans la personnalité de Peter au même moment. Canoniquement plus fort. Okay. Plus fort, il se sent bien. Ça, c'est tout canon. Il se sent bien, puis il est aussi plus agressif. Ouais. Ça va amplifier la personnalité. Ça, c'est un peu plus flagrant dans le film. On dirait qu'ils ont essayé de faire ça vite, parce que dans les comics, comme un slow burn, mais au départ, c'est pas si pire que ça. Puis, il n'y a pas une symbiose complète. Une symbiose complète, c'est on peut plus se séparer, puis ça fait trop longtemps qu'on a le costume. C'est Venom. C'est ça. C'est exactement Reed ce qu'il a voulu enlever, c'était ça. Puis là, Peter panique, il pense qu'il y a une symbiose complète. Fait que là, il y a toute dans le Web of Spider-Man numéro 1, que je vous conseille aussi, il y a carrément Spider-Man qui essaye de se rendre au Baxter Building, mais tout son corps, il l'écoute pas. Okay. Parce que le costume, il est contre lui. Okay. Et ça, c'est quand même assez terrifiant, tu sais, de juste y penser. Puis je trouvais ça plate qu'il n'y ait pas eu ça dans le film, que vraiment le symbiote prenne le dessus. Fait que là, c'est là qu'il s'est rendu compte que peut-être qu'il était rendu en symbiose ou qu'il était proche de la symbiose. Mm-hmm. Éventuellement, il finit par se débarrasser du costume dans le clocher, comme qu'on a pu voir dans le film. Ça, c'est accurate. Puis en même temps, il y a Eddie Brock, qui est pas
qui n'est pas un photographe dans les comics, qui est un journaliste. Ouais. Par contre, lui en a contre Spider-Man et non contre Peter Parker. Ça, c'est quand même une légère différence. Là. Il ne travaille pas pour le Daily Bugle dans les comics, mais un autre journal. C'est parce qu'il a révélé l'identité d'un meurtrier qui a eu en entrevue exclusive. Et finalement, Spider-Man a découvert que c'était quelqu'un d'autre et donc l'a révélé à tous. Et il a perdu sa licence. Il a perdu sa crédibilité journalistique. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'il en veut à Spider-Man à ce moment-là. Puis, en fait, il s'en allait carrément à une église parce qu'il voulait terminer sa vie. Ce qu'il n'y a pas dans le film. Là, non, dans le film, je pense qu'il fait juste suivre et il voit Spider-Man en fait, se promener. Il demande à Dieu de tuer Spider-Man. C'est ça qu'il fait dans le film. Mais dans les comics, il veut terminer sa vie, mais il sait que c'est pas... il n'a pas le droit de faire ça en tant que chrétien. Fait que puis c'est là qu'il reçoit le symbiote, mais ça prend un certain temps avant qu'on réalise que c'est devenu Venom. Puis ça va arriver dans le Amazing Spider-Man numéro de 298 à 300. 300, bon, quand on arrive à une centième issue, il y a toujours de quoi de spécial. Fait que c'est comme un slow burn, mais en gros, c'est Mary Jane et Peter vont emménager ensemble. Ils sont déjà emménagés ensemble, mais la carrière de Mary Jane va bien dans les comics à ce moment-là. Ils sont mariés, toutes. Puis ils s'en vont dans un grand condo à New York. Puis réalisent à un moment donné aussi... Oh oui, ce que j'ai oublié d'expliquer. Je revenais vite fait. Une fois qu'il se débarrasse du costume noir, il garde quand même... Il se fait une version de tissu du costume. Parce qu'il aime le look. Parce qu'il aime le look, puis il alterne entre les deux looks. Okay. Fait que ça, c'était la solution qui avait été trouvée pour alterner entre les deux looks. Puis à ce moment-là, il est pas mal avec le costume noir. Il est pas mal revenu avec son look de costume noir. Éventuellement, ça va continuer, ce look-là qui va revenir mais en tissu. Mais je vais expliquer pourquoi après. Fait qu'au numéro 298, Mary Jane rentre chez eux, voit quelqu'un qui ressemble beaucoup à Spider-Man en costume noir. Ouais. Mais pas mal plus, un petit peu plus gros à ce moment-là. Puis, finalement, c'est pas lui. Mm-hmm. Puis, ça va avoir traumatisé Mary Jane, mais il n'aura pas fait de mal. Mais il va l'avoir vraiment traumatisé. Puis, dans les comics aussi, c'est quelqu'un d'assez comme fort mentalement, qui ne va pas pleurer facilement, Mary Jane. Donc, ça va vraiment inquiéter Peter. Puis, il ne va pas nécessairement comprendre, mais il va savoir que c'est l'alien parce que sa description. Tout ça. Puis éventuellement, ça va arriver au numéro 300 où est-ce qu'il va y avoir le combat avec Venom, qui se passe pas de la même façon. Il n'utilise pas le son. Là, carrément, en fait, il y a l'occasion de tuer Venom, mais il peut pas tuer Venom sans tuer Eddie Brock dans les comics, ce qu'il peut faire dans le film. Là, ils peuvent les séparer. Alors que dans les comics, quand tu as une symbiose complète à ce niveau-là, tu peux pas tuer l'un sans l'autre. Les deux sont la même personne. Donc, il décide de pas s'attaquer, mais éventuellement, Venom va essayer de le tuer. Va aussi dépenser beaucoup de ses toiles d'araignée organiques, Venom. Okay. Et il y a une limite à ça. Il y a une limite à ça parce que c'est pas des toiles d'araignée vraiment qu'il envoie, c'est une partie de lui-même. Mm-hmm. C'est Venom, carrément, qui utilise. Et éventuellement, Peter remarque ça, puis il décide de faire en sorte de faire utiliser le maximum de toiles d'araignée possible, puis éventuellement, il en manque. Fait que là, il devient plus facile à battre. Ouais. Comme ça qu'il bat. Ce qui est un raisonnement quand même logique. C'est dommage qu'on n'ait pas vraiment amené ce concept-là dans les films, là, d'autant plus que Spider-Man a des toiles organiques depuis le début. Mais le facteur du son aussi, et je trouvais ça bien que ça ait été présenté dans le film parce que c'est une des faiblesses de Venom. Venom a quand même beaucoup de faiblesses. Puis en soi, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est pas juste un alien. C'est le fait que ce soit un symbiote puis qui amplifie les... Puis que ce soit pas nécessairement un vilain en soi. Dans le film, oui, c'est 100% un vilain. Puis les motivations d'Eddie Brock sont c'est purement vilain. Mais dans le comic, il y a comme un certain... Il y a vraiment... on a vraiment un Venom qui veut pas tuer tout le monde là, sans raison, qui veut limiter le nombre. Il se voit vraiment comme un protecteur. Okay. C'est même son nom, le Lethal Protector. Okay. Il va avoir ses propres séries de comics aussi. C'est quand même un personnage assez important dans l'univers Marvel. Ouais. Il y a une des séries de Venom que c'est une de mes séries de comics favorites, là. Le Venom de 2015. En tout cas, super bonne série de Venom. Mais bref, tout ça pour dire que c'est plus un anti-héros qu'un vilain.
mais c'est l'ennemi juré de Spider-Man dans beaucoup de cas. Simplement parce que Spider-Man l'a rejeté. Puis ça, on l'a presque pas entendu dans le film. Non. C'est beaucoup plus Eddie Brock qui est fâché contre Peter, alors que tout le facteur de rejet de l'alien se sent rejeté, il n'y a pas ça, puis ça l'enlève vraiment de quoi d'important à ça. Fait que c'est vraiment... il y a aussi, tu sais, le facteur de la personnalité de Peter qui change quand que le costume noir... Bon, dans le film, ils ont été vraiment avec le Peter devient, je sais pas, cool, là, où il se met à danser dans la rue, ça n'a pas rapport, là. Même sur l'influence du symbiote, il ferait jamais ça. C'est qu'il devient désagréable, parce que j'imagine que lui, il se voit cool, mais quoi que les autres aussi autour, d'une certaine façon. Mais en tout cas, pour nous, je pense qu'on n'est pas supposé le trouver cool. Là. Non, je pense pas. J'espère pas, là, parce que si oui, on rate la cible. Je sais pas, là, je sais pas comment j'aurais pu le voir. Dans le film, Venom aussi, il est très plus petit que dans les comics. Là. Dans les comics, j'ai checké tantôt, c'est 7 pieds et 6 pouces. Dans le film, il y a à peu près la même taille que Spider-Man. Mais c'est un facteur important parce que Venom, il est supposé être terrifiant. Il est supposé être gros, terrifiant. Est-ce que la nouvelle version avec Tom Hardy est plus accurate, du moins au niveau du look? Là? Oui. C'est vraiment plus accurate au niveau du look. Là. La tête qui se sépare de lui un peu moins, mais ça a été important dans le film là, pour voir la différence entre Eddie Brock et Venom. Mais en fait, l'affaire qui est importante, c'est que Venom, la raison pourquoi il est bâti de même, c'est qu'Eddie Brock il est bâti de même dans les comics. Là, c'est ça. Ils ont pris ça Topher Grace qui est un peu chétif. C'est ça. C'était pas bon. Fait que ça fait peut-être du sens là, à quelque part. Mais c'est ça a été vraiment simplifié le personnage de Venom, puis il n'y a pas non plus... Il est précipité même d'une certaine façon, parce qu'il arrive vers, je sais pas, il reste peut-être 30 minutes au film, tout ça pour la confrontation finale. Là, je sais pas pourquoi on a voulu ajouter cet aspect-là, ou le précipiter comme ça. On dirait qu'à un moment donné, ils ont su qu'ils n'allaient pas le faire 4e film, fait qu'ils ont tout mis là. Ouais, c'est ça. C'est soit ça, ou soit à un moment donné, il y a on pognait un mur avec Sandman, puis en fait, là, je pense qu'on a atteint ce qu'on avait à explorer avec lui. Puis... Ouais, c'est ça qui arrive quand tu veux faire un vilain gentil. Là. C'est comme des fois, t'attends un mur. Mais puis au niveau de la personnalité, il y a comme une différence. Dans les comics, c'est Eddie Brock qui est obsédé par la vengeance, mais il veut vraiment, il y a un sens de moralité. Là. Il reste toujours là. Par contre, Venom va être sa pulsion noire là, à l'intérieur de lui, mais ils ont beaucoup de traits en commun, plus que Spider-Man, mettons. Puis, dans le film, c'est juste quelqu'un qui est égoïste. Puis, c'est pas mal ça. Il n'y a pas vraiment une profondeur de personnage dans le film. Puis, dans le film, ça a été rushé. Là. Alors que dans le comic, c'est vraiment lent, slow burn. Puis dans les comics, il y a une longue rivalité, alors que dans le film, c'est 30 minutes de rivalité. C'est ça. Fait que ça fait un peu le tour de Venom. C'est pas mal là-dessus que les films ont été... que le film a été puisé, loussement adapté, peut-être même. Au niveau de Sandman, ça prend un personnage, mais ça prend pas une storyline en particulier, en fait. Même que Sandman, la raison pourquoi c'est l'homme de sable, ça a été carrément changé. Là. En réalité, dans les comics, c'est qu'il était pris sur une plage pendant un exercice nucléaire, quelque chose comme ça. Là, puis là, il devient du sable. Dans les années 60, c'est clair. Des années 60, exact. En fait, il est apparu dans le 4e numéro de Amazing Spider-Man. Bon, fait qu'on est en 62, 63, je pense. Fait que la baie de cochon, c'est en 62. C'est ça. Beaucoup de nucléaire. Fait que, tu sais, mais au niveau du style visuel, bon, le chandail ligné, c'est... De prisonnier, mais pas tant. Le chandail vert ligné, c'est pas mal accurate. Puis, dans le fond, dans le film, ça a été changé aussi son background pour avoir une fille malade, puis avoir un homme plus émotionnel là, carrément que dans le film, alors que, comme j'ai dit, que dans les comics, alors que dans les comics, normalement, c'est un thug là, qui devient ensuite un genre d'anti-héros ou de héros même. Mais c'est sa motivation dans les comics, il y a beaucoup de revanche, il y a beaucoup de confusion aussi. Ce qu'on peut voir un peu plus dans No Way Home,
Quand il devient confus, ben là, il se fâche, puis là, il devient une tempête de sable. Ce qu'on n'a pas vu dans ce film-là, malheureusement. Parce que ça, on ne l'a pas mentionné. Bon, le film, évidemment, a été rendu canon par No Way Home parce que c'est lui qui a ramené Tobey Maguire, mais également, c'est un des vilains qui sont ramenés là, avec Norman Osborn et non pas Harry, et puis en fait, Electro. Exact, Electro, puis Dr. Octopus, exactement. C'est ça, ils n'ont pas ramené Venom, là. Mais pas de cette façon. Ils ne pouvaient pas. Ben, en fait, oui, ils l'ont ramené dans la post-credit scene. Ouais, ils l'ont ramené, mais l'autre. Ouais, non, c'est ça. le meilleur. Ouais, c'est ça. Dans le fond, puis aussi dans les comics, quelqu'un de très avare, là, donc il va voler pour voler. Là. Alors que dans le film, c'est bon. Le but, c'est de le rendre tragique. Puis aussi, grosse différence importante, fâchante même, c'est qu'il n'a jamais tué l'oncle Ben. Là. Il y a certains univers que je pense qu'il y a un impact différent dans la vie de Peter, mais il n'a pas tué l'oncle Ben dans les comics, pas dans les comics principaux du moins. Au niveau de Harry Osborn, on rentre dans le nouveau gobelin, comme qui est établi dans le film. Au niveau de l'apparence, c'est pas du tout la même. Ça a été carrément repensé pour le film, alors que dans les comics, c'est la même. Il ressemble exactement à son père. En fait, même il y a même une situation où est-ce que c'est comme ça, le gobelin est revenu des morts. Qu'est-ce qu'ils ont changé dans le film? Ils l'ont mis sur une planche, une hoverboard avec des... Ah oui, il y avait plus ça. Puis il y a comme une épée en plus. Là, ça, c'est nouveau. Là. C'est vrai, cette épée-là. C'est nouveau. Ça. Alors que dans les... Mais en fait, même Norman Osborn n'avait pas nécessairement le look gobelin des comics, là, qui est comme plus un masque en tissu avec... un saut jaune et vert. Pas mal plus vert flash. Là. Alors il y a du jaune dans le costume, me semble. Oui. J'ai une image. Ça, tu penses au Hobgoblin? Je te montrerai une image tantôt. Peut-être. Mais non, c'est vraiment comme il est vraiment... peut-être un petit peu jaune, là, je sais pas. Mais tu vois, tu me le dis, puis je l'imagine pas là, présentement. Mais je m'imagine juste la face verte, là, assez verte, avec son glider, puis ses bombes en citrouille. Alors que dans le film, c'est plus moderne. Un peu comme son père aussi l'était, plus moderne, mais là, on passe un step au-dessus avec son épée, puis ça planche. Puis dans les comics, c'est une obsession avec Peter, mais aussi un problème d'identité. Là. Il voit le gobelin comme une deuxième personne aussi, ce qui n'est pas nécessairement vu dans le film. Là. On dirait juste que il est fâché. Mais est-ce que, mettons, canoniquement, là, ça se passe quand la mort de Norman et l'arrivée de Harry? Est-ce que tu le sais, ça? Est-ce que tu as une idée? Pas vraiment. Oui, mais il faudrait que je te revienne. Je te revienne. Je n'ai pas les numéros exacts, là, mais je sais comment ça se passe. Je sais. Mais sais-tu, mettons, y a-tu eu 5 ans où il y a eu Norman, puis après ça, le reste, c'est toujours Harry, ou c'est plus souvent qu'autrement Norman? Ah non, attends un peu. Attends un peu. Ça, c'est plus compliqué. Ça dépend de quel. Norman, c'est le bouffon vert principal. À un moment donné, il meurt. OK? Harry prend le dessus. Ensuite, Harry meurt. OK. Ensuite, Norman revient. Bon. Puis après le film, juste en 2008, il y a un léger reboot de Spider-Man. Puis là, Harry revient, mais pas comme le bouffon vert. OK. Pas là. OK. Puis après ça, là, présentement, en 2025, les deux sont en vie. Ah, bon. OK. Harry et Norman. Bon. Mais suite à un léger regain de popularité après le film, là, parce qu'il y a un événement tragique là, à la fin du film, il a été, je pense que ça l'a beaucoup influencé son retour dans les comics, parce qu'il y a comme un léger reboot, puis il est ramené pour une raison... Parce que même dans les Amazing Spider-Man, dont on va parler un peu plus tard, il y a aussi Harry qui est le gobelin vert. Oui, mais c'est quelque chose, oui. C'est quelque chose... Harry va toujours avoir la même tendance que son père. Okay. Il va toujours avoir les mêmes problèmes mentaux que son père. Fait que ça va toujours... puis en fait, même, j'irais plus loin jusqu'à dire que le fils d'Harry va avoir la même... problème, que s'il y a vraiment un problème avec les hommes dans cette famille-là, c'est la famille des gobelins. Éventuellement,
c'est sûr que les comics, ça change tout le temps, puis on a un certain moment où est-ce qu'on a un Norman Osborn en Gold Goblin qui veut être un héros. Je pense que j'en ai déjà parlé en plus. Mais, ouais. Tu sais, ça reste que ça dure pas souvent longtemps, puis que le bouffon vert revient tout le temps. C'est un arc ennemi, que ce soit Norman, Harry, ou même quelqu'un d'autre. Tu sais, que ce soit... Puis le Hobgoblin aussi, qui est un... Dans le fond, Spider-Man se bat souvent contre des gobelins, là, si tu vas retenir de cette histoire-là. Hobgoblin qui est comme une version du Green Goblin qui est pas... En fait, c'est qu'une fois qu'il avait épuisé Norman puis Harry, ben là, ils ont voulu comme dire, ben là, c'est plate, Spider-Man se bat plus contre des gobelins. Fait qu'ils ont rajouté le Hobgoblin. C'est ça qui s'est passé en gros. Bon, c'est pas exactement ça, mais ça ressemble quand même pas mal à ça, là. La création du Hobgoblin, c'est... Il y aimait beaucoup quand que Spider-Man se bat contre un gobelin, parce que le gobelin, c'est un peu si on prend Batman, mettons, c'est un peu son Joker, là. C'est son arc ennemi principal. Puis le facteur que c'est le meilleur ami de Peter, mais ça devient encore plus... ça rajoute du poignant, là. Rapidement, parce que je veux qu'on parle de Gwen Stacy. Oui, on va y aller sur Gwen Stacy. Bon, on va finir avec Harry. Ben, dans les comics, il est mentalement instable, mais il n'y a pas d'amnésie. ça a été battu dans le film. Ça m'étonne pas, on dirait. Ouais. Puis, même les comics n'ont pas voulu aller là, puis alors que c'est quelque chose qui serait du genre de comics. Ouais, c'est ça. Puis, dans les comics, il y a beaucoup plus une cassure psychologique là, avec Harry là, qu'il y a dans le film. C'est pas genre un héros, un anti-héros, je sais pas, là, quelqu'un qui veut de la vengeance juste pour vouloir de la vengeance. Là. Bon, on va aller avec Mary Jane Watson. Ouais. Mary Jane Watson, ça, c'est quelque chose qui, dans ce comic-là, on voit encore plus la cassure avec les films et les comics. Parce que dans les films, elle est pas mal plus vulnérable. C'est quelqu'un qui est supposé être quand même assez fort dans les comics, qui n'a pas nécessairement besoin de se faire sauver tout le temps. Celle-là, dans la trilogie, là, mettons qu'elle crie pas mal, puis elle est assez... dans les comics, c'est supposé être une supermodel party girl. C'est comme ça qu'elle est décrit, qu'elle a été décrite. Puis puis alors que dans le film, on peut voir quelqu'un de plus insécure. Là. Mais reste que ça reste quand même une bonne adaptation du personnage. Mais c'est ça, il y a beaucoup de « je crie, puis je me fais sauver ». Dans le fond, dans les comics, elle va aimer Peter, mais elle va aussi le pousser à être meilleure. Puis dans les films, ben, elle va être toujours... Ben, mettons, je comprends aussi, mais elle va toujours être heurtée par le fait que... par les actions de Peter sans qu'elles soient tout le temps intentionnelles. Mais je comprends aussi à un certain point, là, parce que, mettons que dans certaines situations, n'importe qui aurait été heurté. Ce qu'il faut retenir, c'est que MJ, dans les comics, c'est quelqu'un c'est une personne très forte puis très indépendante, ce que dans le film, elle est peut-être un peu moins. Mais même au travers des tragédies et tout dans les comics, alors que dans le film, ben, c'est un peu moins ça. Passons à Gwen Stacy maintenant. Nouvelle addition dans la trilogie. Gwen Stacy, c'est un personnage qu'en apparence, ça se ressemble quand même assez bien. Là. Il y a même le petit passe là, au niveau des cheveux qui est iconique du personnage. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, Gwen Stacy, c'était le premier love interest, entre guillemets, de Peter Parker. C'est son premier amour. Puis sa mort aux mains du bouffon vert a changé tout dans l'histoire. Mais alors que dans le film, ben, c'est un personnage secondaire qui connaît à peine Peter. Donc c'est un personnage qui a un peu été maltraité par l'adaptation. Là, alors que dans les comics, c'est quelqu'un c'est une scientifique. Dans le film, c'est quoi? Elle travaille à la ville? C'est un lab partner. C'est une lab partner, ouais, c'est ça. Ben, en fait, oui, le personnage s'adapte bien. C'est juste sa relation avec Peter, puis c'est pas du tout la même chose. Là. On dirait que dans le film, il est juste là pour rendre Mary Jane jalouse. Ouais,
En fait, on dirait. C'est pour ça qu'il est là. C'est pas mal ça. Tu sais, toute cette storyline-là dont tu parles, c'est The Amazing Spider-Man 2, essentiellement. 1 et 2, là, mais la mort de Stacy. La mort de Stacy, qui est adaptée d'un comic assez populaire, qui a tout changé. Amazing Spider-Man numéro 121 même. J'ai le chiffre devant moi, Colin. Je te prêt. Ouais, c'est ça. Dans le fond, dans les comics, Gwen aussi, ça n'a jamais été une rivale romantique nécessairement. Ça a été l'intérêt principal avant Mary Jane. Puis elle a été vraiment connectée à la croissance de personnel de Peter, mettons. Fait que ça a été un personnage quand même plus important dans les comics que dans le film. Puis c'est dommage, parce que c'est un personnage qui est aussi apprécié par les fans de comics. Puis c'est triste. Ils sont peut-être repris avec Amazing Spider-Man. On va en reparler. Ouais. Fait que parfait. Ça faisait le tour de mes personnages. Un gros tour d'horizon, mais c'est la faute des writers d'avoir introduit autant de personnages que ça aussi. Là, je pourrais parler vite fait de J. Jonah Jameson. Mais lui, dans le fond, comme dans tous les films, spot on. C'est parfait, mais il est moins là dans ce film-là, donc c'est un peu plate. Mais sinon, c'est le personnage. C'est le personnage. Il n'y a pas de meilleure adaptation. Non, c'est ça. J'ai quasiment le goût qu'on garde nos critiques pour après, en fond, la pause et avant l'octroi des popcorn. On en a peut-être beaucoup à dire, mais on aura un petit peu de temps tout de suite au retour de la pause. Donc, merci David pour ce gros tour d'horizon. Ma foi, beaucoup de préparation, même si je sais que ça fait 10 ans que tu lis tous ces comics-là. Non, drôle d'impact, ça fait juste 4 ans que je lis des comics. Ah oui? Ouais, bon. ça fait juste que je lis activement. Là, j'en ai déjà lu, mais individuellement. Que je lis des séries, j'ai commencé il y a 4 ans. Ah bon. Mais merci beaucoup pour ce tour d'horizon. On revient tout de suite après la pause. Vous êtes de retour au Popcorn de l'Infini et avant d'octroyer nos fameux popcorn, on va parler vite du film. Là, il y avait beaucoup de matière en termes de comics, de vulgarisation de comics. David, je crois que clairement tu l'as plus apprécié que moi. Moi, à chaque nouveau visionnement, on dirait que je l'aime de moins en moins. Ce qui habituellement est comme l'inverse. Tu as le choc initial. Moi, c'est vraiment l'inverse. Ouais, c'est ça. Mais puis ça semble être la tangente des fans parce qu'on a tellement eu des mauvais films de super-héros aussi que finalement on est comme celui-là il était pas si pire malgré ses défauts. Là, mais moi, il m'a vraiment choqué dans le changement drastique de personnalité de Peter qui n'est pas totalement relié au symbiote. Là. Il y a une partie que oui, là, vers la moitié du film, là, grosso modo. Mais la première moitié du film, où il est quand même un trou de cul, je me sentais tellement mal pour Mary Jane qui, on l'a mentionné, là, est déjà vulnérable dans la série de films. Plus vulnérable dans les films. Elle a quitté comme l'homme idéal qui était l'astronaute, fils de Jameson, de J. Jonah Jameson. Il était supposé se marier pour vivre une vie de paumé dans son 1,5, puis avoir de la misère. Elle a de la misère dans sa carrière aussi. On le comprend des mauvaises critiques de sa pièce, puis tout ça. Fait que ça va mal à la job, ça va mal dans son couple, parce que Peter est comme, mais Spider-Man, il a le droit d'embrasser d'autres filles. C'est Spider-Man. Non, moi, ça m'a vraiment choqué. Dans un film qui, autrement, au niveau des scènes d'action, même au niveau de... Oui, c'est un peu brouillon là, d'avoir 3 vilains, mais ultimement, je pense que le film fait pas tout mal. Il réussit à bien builder vers la fin, mais je détestais Peter. Alors que dans les 2 premiers films, je sais aussi, je l'ai mentionné dans l'épisode 2, où j'aimais ça qu'on ait un traitement en trilogie de ce projet-là parce que ça nous permet de faire évoluer les personnages sur le long terme. Là, cette évolution-là, je ne l'ai pas aimée. Mais là, il a régressé. Il a régressé, mais c'est qu'on est loin du... En tout cas, je vois personne pouvoir relate à Peter Parker dans ce film-là. Il est tellement méchant. Puis... quand là, le symbiote commence à se mettre de la partie, là, il devient vraiment désagréable, cringe. Il y a plein de mimes qui sont venus de ça, la fameuse danse, le look gothique. Il y a beaucoup de choses à détester, mais ultimement, dès qu'il met un saut, ça va. Là. On est dans un film de Spider-Man, puis c'est bien correct, mais c'est ça. Tant ça, puis au niveau d'essayer de trop en faire, je pense que c'est là que le bas blesse, puis qui fait que
ses qualités sont vraiment meilleures qu'un film comme Daredevil, mettons, ou Fantastic Four 2. On va parler au prochain épisode, mais en fait, il y a vraiment des meilleures qualités que les mauvais films, mais ses défauts, vus aujourd'hui, je trouve, moi, m'ont vraiment agacé. Là. Puis toi, je sais que tu as une situation peut-être plus d'amour envers le super-héros, d'amour envers la franchise aussi. Là, mais... j'ai aimé le costume noir. J'ai aimé la saga du costume noir parce que c'est une saga que j'aime beaucoup dans n'importe quelle adaptation. Fait que c'est sûr que c'est dur de me détacher de ça. Que j'aime la saga du costume noir, ça l'aide beaucoup mon appréciation de ce film-là. En soi, c'est pas la meilleure adaptation. Il y en a d'autres. Il y a celle de la série animée de 94 qui est nettement mieux. Mais en soi, je veux dire, j'ai un certain attachement à ce film-là. C'est un film que j'ai écouté plusieurs fois quand j'étais jeune. Puis, je sais pas, je l'aime, mais pas d'amour. Je l'aime, mais c'est pas mon favori. Puis, mais j'ai de la misère à l'haïr. Okay. J'ai de la misère à l'haïr, puis je sais qu'il y a certaines personnes qui l'aiment pas, puis il y a d'autres personnes qui l'aiment. C'est un film qui a pas été ultra bien reçu vis-à-vis les deux autres, là, qui sont quand même excellents. Là. Mais parce qu'il est simplement trop rushé. Il y a trop de choses qui se passent dans ce film-là, puis ils ont de la misère à suivre une tangente, on dirait. Il n'y a pas d'histoire. J'ai l'impression de m'être assis devant ce film-là, puis qu'il ne s'est pas passé grand-chose, alors qu'il s'est passé beaucoup de choses. C'est juste qu'il s'est passé tellement de choses que tout a perdu son importance. L'histoire d'un bar de Flint Marko, puis l'histoire de Venom, Eddie Brock, puis l'histoire avec Harry Osborn, puis Mary Jane, c'était 3 histoires séparés, puis ils ont tous mis ça dans le même film, puis ça a vraiment un impact. Puis après ça, tu as la transformation personnelle de Peter qui se fait infecter par le symbiote, puis qui devient carrément une mauvaise personne, là, disons-le comme ça. Puis, tu sais, ça a tout, je pense, chacune de ces choses, de ces histoires-là ne fitait pas ensemble comme un casse-tête, alors qu'il aurait peut-être dû. Ouais. Puis, tu sais, même au niveau du casting, je le trouve un peu moins intéressant. Tu sais, bon, on l'a mentionné, là, Venom, ou Brock, même s'il n'a pas une place si centrale que ça. Tu sais, Topher Grace, rôle un peu plus comique. Tu sais, en tout cas, c'est pas un acteur que je me dis, ah oui, lui, c'est un bon acteur. Mais je vous rappelle aussi que Venom, c'est supposé être quelqu'un de bâti, là. Eddie Brock, en fait, Eddie Brock, c'est supposé être quelqu'un de bâti. C'est ça. On est vraiment, tu sais, j'ai vraiment l'impression que lui, c'est les studios qui ont fait, OK, That 70 Show, ça pogne, il faut aller chercher le public de comique, ou en tout cas, parce que, tu sais, même James Franco commençait à devenir un acteur comique, là, avec les Pineapple Express, puis tout ça. Puis d'ailleurs, il a l'air quasiment d'un stoner, là, dans le film, là. Tu sais, après son amnésie, il est comme tout gentil, les yeux grands ouverts. Salut, Peter, mon grand ami. Tu sais, en tout cas, je trouve il avait l'air gelé plus souvent qu'autrement. C'était en dehors de son personnage, même après son amnésie. On était loin du premier film, mettons, où là, il avait l'air vraiment d'être amis, là, les deux. Mais c'est ça. Bryce Dallas Howard, c'est pas une actrice que j'aime particulièrement non plus. Elle aussi, c'est une actrice qui était en 2007. Là. Elle sortait de quelques gros films. Donc, elle aussi, j'ai l'impression qu'elle a été un petit peu imposée. Thomas Haden Church dans le Sandman. Écoute, lui aussi, il venait de connaître un film quand même populaire là, en 2004. Mais ça, j'ai trouvé que c'était un bon cast. C'était vraiment un bon cast, mais il n'y a pas on va dire, le star power que, mettons, soit Willem Dafoe avait, il était moins mémorable dans sa performance. Je pense quand même qu'il y avait la face d'un thug, puis il y avait le physique de l'emploi, mais c'est ça. On dit que c'est lui qui a rendu le film canon, mais comme en personne, il n'est jamais revenu. Là. Non, c'est ça, exactement. En fait, ils ont même réutilisé une shot de ce film-là dans le c'est vrai. Mais c'est ça, la distribution un peu plus ordinaire, je trouvais, puis c'est ça va avec... les acteurs sont capables d'élever un film avec leur performance des fois, là, malgré le cadre très spécifique d'un film de super-héros, mais là où Alfred Molina, qui était inconnu, mais qu'en Octopus, il fit vraiment. Là, je le verrais dans la rue, puis je me dirais... il ferait un bon Docteur Octopus. Là, c'est fait que, c'est ça. Il n'y avait pas nécessairement... En fait, je pense que non. Je pense qu'il a tellement bien joué son rôle qui est devenu le visage de Dr. Octopus, parce qu'en réalité, il ressemble pas énormément à Dr. Octopus. Ouais, il y a le casting de deux... en tout cas, de l'image que je m'en
faisait, ou tu sais, même dans. Je regardais les vieux comics. Il n'y avait pas la coupe bol. Non, c'est ça. Ben ça a moins bien vieilli, là, mais tu sais, petit, trapu un peu, là, mais c'est ça. Il y avait 2 castings, c'était ça ou Hagrid, puis finalement, il n'y a pas eu Hagrid, fait que c'est ça. Mais fait que c'est ça, le film a beaucoup de choses contre lui, mais je comprends l'amour que certaines personnes, dont toi, là, mais tu sais, que les gens peuvent y porter parce que c'est, malgré tout, ça reste un film de qualité, mais qui a raté. C'est ça, c'est Mark, là, qui a vraiment juste raté ses objectifs, je crois. On n'a plus bien le temps d'en parler, malheureusement, mais on pourra ajouter quelques éléments dans les fameux popcorn de l'infini qu'on doit lui donner. Je vais rappeler les popcorn vite fait. Là. On a 6 popcorn qu'on attribue à chaque film dans le MCU, MCU Extended. Là. Very extended. On a l'espace qui est le popcorn de l'importance avec le MCU. On a le popcorn de la réalité, qui est le réalisme du récit. Le popcorn du pouvoir, la qualité des scènes d'action, des effets spéciaux. Le popcorn de l'âme, le respect de l'âme du matériel source, le comic accuracy aussi. Le popcorn de l'esprit, qui est le fun factor, parce qu'on a eu du fun à regarder le film. Puis le popcorn du temps, est-ce que le film est intemporel? Est-ce qu'on en garde un souvenir? Ouais. Donc, on va commencer avec le popcorn de l'espace. Est-ce que ce film-là a une importance quelconque avec le MCU? J'aurais dit, je dirais non parce que tu sais, le personnage de Gwen a une importance vraiment importante dans No Way Home, mais c'est plus la version de Amazing Spider-Man, puis tu sais, toute la question de j'ai perdu ma Gwen. Dans la storyline, ouais, c'est ça. Mettons, pour Amazing Spider-Man 2, j'y donnerais l'importance au MCU parce que c'est vraiment important pour la fin de No Way Home. Mm-hmm. Mais outre ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de lien à faire. À part le retour de Tobey Maguire, au final, ça pourrait être les autres films. Oui, c'est les autres films, ils ont pas j'y donnerais pas vraiment. Là, même si Hayden Church revient, mais en tout cas, c'est ça. On le voit même pas. Non, je pense qu'on ne lui donnerait pas. OK, pas de popcorn de l'espace. La réalité, est-ce que le récit est réaliste? Moi, si je me permets, je dirais non. Simplement, l'apparition de Venom, là, je veux dire... Tu sais, il y a deux histoires principales là, dans la pop culture. Il y a celle des comics avec Secret Wars sur la planète du Beyonder, puis il y a celle qui est aussi adaptée souvent, c'est celle où est-ce que ils vont dans l'espace, là, puis l'astronaute, le fils de Jonah Jameson, que Mary Jane était supposée marier dans le 2, là, qui a été repris dans la série des années 94, la série animée. Ça, c'est les 2 histoires principales qui expliquent l'arrivée de Venom. La météorite, franchement... elle arrive là, puis personne se questionne à savoir d'où ça vient vraiment. C'est ça, j'étais pas fan. J'étais pas fan, puis ça tombe par hasard sur Peter. Bon, ça faisait pas de sens. Fait que non. Non, moi non plus. Pas de réalisme pour ce récit-là. Il y a plein d'autres raisons là, aussi. Ouais. Le changement de personnalité, moi, j'y crois pas. Pré-symbiote, puis en tout cas, c'est ça. Je pense pas, non. Puis aussi la transformation de l'homme sable, c'est simplement... On sait pas ce qui se passe avec lui. C'est juste... Je me faisais des tests dans un pit de sable, puis il était là par hasard. Non, ça fait pas de sens. Beaucoup d'hasard. Normalement, tu fais ça dans un environnement fermé. Ouais. Bref, aussi le popcorn du pouvoir, la qualité des scènes d'action, des effets spéciaux. Moi, ça allait. Je pense que c'était quand même solide pour 2007. Là. C'est ça. On sent un peu plus le CGI, surtout dans l'homme sable qui est modélisé au goût du jour. Là, moi, je trouve que c'était Venom qu'on sentait vraiment un énorme CGI. C'était terrible, je pense. Selon moi, Venom, ça y enlèverait un demi-popcorn pour moi. Là. Ouais. Mais c'est ça, au niveau de la qualité des scènes d'action, les scènes sont quand même relativement spectaculaires. Le taxi sur le sommet. Il y a des scènes bien pensées. Fait qu'on peut y donner un demi-popcorn. Ouais, non, je donnerais un demi. C'est plus proche En fait, c'est plus proche de la demi que c'est du complet, mais c'est entre les deux. Là, ouais. Parfait. Fait qu'on lui donne un demi-popcorn pour le pouvoir. Pour l'âme, le respect de l'âme du matériel source, écoute, moi, j'irais avec... J'irais avec 0, là, malheureusement. Ouais. J'avais le feeling avec la présentation que tu nous as fait. Mais Peter, en soi, il est pas... Oui, son attitude n'est pas comique à cuette, mais Spider-Man, en tant que tel, il est pas... Sa transformation en costume noir, ça, c'est quand même bien adapté. C'est la saga du costume noir, mais là, après ça, on sort de ça totalement. Ouais. L'homme sombre, c'est pas si pire, mais c'est vraiment pas assez pour que je donne. Fait qu'il y a 0 popcorn pour l'homme. Fait que présentement, il y a juste un demi-popcorn, puis c'est dans le popcorn du pouvoir. En fait,
maintenant, Popcorn de l'esprit, est-ce que tu as eu du fun à regarder ce film-là? Je sens que ta réponse, ça va être non. Non, j'en ai pas eu. Moi, ma réponse, c'est oui. Ouais. On n'a pas le choix de settle dans le milieu. On va settle pour une... Ben, c'est oui, mais plus proche de la demi pour moi, mettons. Là. Ouais. J'ai pas eu énormément de fun non plus, mais... Il y a des moments, tu sais, où si tu le prends de façon légère, puis que tu ris avec... Ben, si tu ris de Peter, ça va. Bully Maguire, c'est quand même une icône dans le pop culture. Là. Fait que je pense qu'on peut y aller avec une demi. Puis, on va y aller. Pour ceux qui ne savent pas, Bully Maguire, c'est Peter Parker, l'acteur Tobey Maguire, puis c'est quand il est méchant. Là. Communément appelé Bully Maguire. Pour le popcorn du temps, le dernier, est-ce que c'est un film qui est intemporel? Est-ce qu'on en garde un souvenir? Ben, je me souvenais que je ne l'ai pas aimé, ça c'est ça. Mais je intemporel. Ouais. Mais moi, je pense qu'il a déjà majoritairement été remplacé par d'autres. Ben, c'est ça. Il y a déjà un autre Venom, il y a déjà un autre Gwen Stacy. Mais la seule affaire qui n'a pas été remplacée, c'est le costume noir. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant. Il a été remplacé dans le jeu vidéo qui vient de sortir, mais Marvel Spider-Man 2 qui vient de sortir il y a quelques années. Là. Mais sinon, dans les films, il n'y a pas encore eu un costume noir de Spider-Man. Peut-être dans le futur. Ouais. Fait que on lui donnerait quoi? 0? Une demi? C'est quoi ton ressenti? Mon ressenti, c'est un film qui est quand même connu. Ouais, je dirais une demi. Une demi, ouais. Okay, pour le Black Spider-Man. Jusqu'à temps que le MCU nous fasse mentir. Le Spider-Man le costume noir de Spider-Man, il est assez iconique. Là. Ouais. Fait que ça fait le tour de nos popcorn. Fait qu'il y a eu le demi-popcorn du pouvoir. 3 demi, ouais. Demi-popcorn de l'esprit, puis le demi-popcorn du temps. Fait que 3 demi-popcorn. Donc, bien joué. Merci beaucoup, David, pour ce nouvel épisode. Prochain épisode, c'est Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer, donc qui va clore la période pré-MCU. Donc, voilà, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve au prochain épisode. Merci, salut!